Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Richard, je suis ingénieur de recherche CNRS et je suis ici aussi en tant que membre de la SAB. Alors la SAB, on en a beaucoup parlé, c'est la Société astronomique de Bourgogne et qui œuvre pour beaucoup par le biais de Jérémy aussi qui est ici pour une qualité du ciel meilleure en Bourgogne-Franche-Comté. Alors moi je vais vous faire un petit talk sur le ciel et l'homme, et surtout le ciel en BFC. Alors bon, moi je suis pas originaire de BFC, hein, je suis un transfuge. Je suis en Bourgogne depuis 2015 seulement. Mais bon, voilà, je profite du ciel de la Bourgogne. Alors, l'homme, il a depuis très longtemps une relation avec le ciel, hein. Je veux dire que ça soit pour la navigation, que ça soit pour les calendriers, la mythologie. L'homme, il a toujours eu cette relation très très étroite avec le ciel, hein, de Ptolémée, comme j'ai mis à Galilée. Il y a eu une quête de connaissances, ou pour reprendre, pour citer une phrase d'un astronome américain, un très grand vulgarisateur, Carl Sagan, qui disait: Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. D'ailleurs, poussière d'étoiles qui a été repris pour un titre de livre d'Hubert Reeves, hein, extraordinaire livre, qui m'a donné envie de faire d'ailleurs dans l'astro. Voilà. Alors aujourd'hui, l'astronomie amateur, c'est toujours quelque chose qui... Enfin, l'astronomie tout court, les hommes sont guidés par l'astronomie, beaucoup. Il y a beaucoup d'amateurs qui font de l'astronomie et énormément de passionnés qui sont présents à peu près partout en France, pas seulement en BFC. Et en plus, aujourd'hui, on va bénéficier de nouvelles technologies, hein. Il y a des technologies qui sont accessibles à tout à chacun, que ce soit des télescopes pour des prix assez modestes. On peut aller très très cher du côté amateur, mais déjà, avec un budget modeste, on peut accéder à des télescopes qui nous permettent vraiment de parcourir le ciel. Les APN, les appareils photo numériques, hein, qui sont aussi accessibles à tous. Alors, sous couvert des fois de certaines modifications, ce matin, un intervenant parlait du fait de défiltrer ces appareils photo pour prendre en photo infrarouge. Ici, en astro, on va aussi les défiltrer pour les refiltrer particulièrement. C'est très utile pour observer le ciel. Et bien sûr, l'avènement des logiciels, qui est très utile. Le développement des images astro, c'est quelque chose de très compliqué. On a besoin de logiciels dédiés et performants. Voilà, il y a aussi une implication, on va voir, assez importante avec les astronomes amateurs et scientifiques, hein. Il y a une collaboration très étroite et qui est réelle, hein, que ce soit dans la recherche d'astéroïdes ou de comètes, pour l'étude, les suivis d'exoplanètes ou les suivis d'occultation. Donc les astronomes amateurs ont vraiment leur part dans ce gâteau-là. Et bien sûr, c'est une passion qui est transgénérationnelle, hein, et associative, comme on peut le voir avec la SAB. La SAB n'étant bien sûr pas la seule association d'astronomie de Bourgogne, mais c'est probablement la plus grosse association locale de France, donc c'est pour ça que je vais en parler, et en plus je suis à la SAB. Voilà. La Bourgogne-Franche-Comté, en quelques mots, en quelques chiffres, hein, c'est déjà un territoire qui est vaste et qui est assez contrasté. On va avoir un relief varié. Alors là, si je dis une bêtise, il ne faut pas hésiter, hein, comme je vous dis, je ne suis pas originaire de cette région, je peux dire des grosses âneries. Mais bon, on a un relief qui est varié, notamment avec le Jura, où on a des sommets qui vont jusqu'à 1700 mètres à peu près. On a le Morvan, on a beaucoup parlé du Morvan, et bien sûr aussi les plateaux bourguignons. Alors, en termes de climat, c'est un climat continental. On a des hivers froids et des étés de plus en plus chauds, et des hivers d'ailleurs de moins en moins froids, mais surtout très humides. Bien sûr qu'il y a de nombreux espaces ruraux, et ça c'est plutôt chouette quand on cherche à s'extraire de la pollution lumineuse. Donc voilà, je vous ai mis des chiffres de surface et de nombre d'habitants. Ça vaut ce que ça vaut, ça date de 2024. Alors, les défis contemporains, eh bien, la pollution lumineuse en Europe, elle a tendance à augmenter. Comme on disait tout à l'heure, en France, on est un petit peu le bon élève. Il y a quand même pas mal d'endroits où c'est plutôt l'inverse, où la pollution lumineuse diminue. Donc c'est un petit effet en France qui est plutôt pas mal, que je ne saurais absolument pas expliquer, mais voilà, plutôt cool. Par contre, on a plus de 80% de la population mondiale qui vit, elle, sous un ciel qui est artificiellement éclairé. D'accord. Plus d'un tiers de l'humanité ne voit plus la Voie lactée à l'œil nu. Et je ne sais pas ici si d'entre vous, beaucoup voient la Voie lactée le soir quand ils sortent de chez eux.
C'est quelque chose qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir et d'observer. Alors, il y a un autre problème aussi dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui est vraiment propre à l'astro pour le coup. C'est grâce à des milliardaires négos assez démesurés, on va se retrouver avec une flopée de satellites dans le ciel, notamment la constellation Starlink, où il y a à peu près 8000 satellites en orbite actuellement. Hein. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant de trucs, hein, pour pas dire de saloperies, qui sont en orbite autour de la planète. Et on est en 2025, hein. Il y en a encore plus de prévus dans les années à venir. Et bien sûr, il n'y a pas que Starlink, il va y avoir tous les concurrents, Amazon et compagnie. Donc on va se retrouver avec une orbite vraiment avec plein d'objets. Et ça cause un problème parce qu'on va le voir, ces satellites-là sont visibles. Ils sont visibles dans le visible, mais en plus de ça, ils émettent malheureusement dans d'autres fréquences, notamment fréquences radio, et ça peut gêner les astronomes professionnels. Alors, l'impact de tout ça, eh bien, c'est une réduction drastique des sites exploitables. Il faut que les astronomes s'adaptent, hein, développent des techniques pour s'adapter. Et bien sûr, ça engendre un coût croissant pour s'adapter à tout ça. Alors, la pollution lumineuse, plus dans notre région, en BFC, alors les zones les plus touchées, c'est évidemment les métropoles, que ce soit Dijon ou bien sûr Besançon. Les deux villes, quand on est en centre-ville, on ne voit pas grand-chose du ciel. Les corridors autoroutiers, et encore, en France, on a la chance de ne pas avoir, contrairement à nos voisins belges, des autoroutes qui sont éclairées la nuit. Mais bon, ça reste quand même tout autour des autoroutes, ça reste quand même très abîmé la qualité du ciel. Alors bien sûr, il y a une extension qui est continue des halos urbains. Et puis bien sûr, on en a parlé, les LED, hein, qui sont plus efficaces avec un spectre dans le bleu. Et ça pose problème, pas seulement à la biodiversité, quoique l'astronome fait partie de la biodiversité, j'ai envie de dire. Ça gêne effectivement l'astronome parce que quand on avait des lumières qui étaient donc des lumières dites à décharge de sodium, eh bien, on utilise des filtres et on peut facilement filtrer cette lumière, hein, si on fait un petit peu de science, un petit peu de spectroscopie, ces lumières, elles émettent vraiment juste dans une longueur d'onde, la longueur d'onde du sodium, et on peut facilement la filtrer. C'est quelque chose qu'on ne peut plus faire avec des LED parce qu'on est dans un spectre continu, et là, on ne peut pas filtrer, ou alors on met un cache noir et en fait, on filtre tout le ciel. Donc, c'est un peu dommage. Heureusement, il reste encore des zones préservées, notamment le Haut-Jura et le cœur du Morvan, qui a bien sûr eu la labellisation très récemment du ciel étoilé. Alors, on parle en astronomie de magnitude, hein, la magnitude limite qu'on peut voir. Il faut savoir que plus cette magnitude est élevée, plus l'objet il est faible. D'accord ? On raisonne de façon inverse. Donc en fait, avec une magnitude de limite de 4,5, on voit juste quelques centaines d'étoiles. 6, 5, 6, 8, on voit plusieurs milliers d'étoiles. Voilà. Et quand on est clairement dans un centre-ville, je ne sais pas si vous voyez sur l'infographie, voilà, c'est un peu loin, je ne vois pas trop. Quand on est en centre-ville, voilà, on a une magnitude qui est même inférieure à 4,5 et on voit vraiment pas beaucoup d'étoiles. Alors pour l'invasion satellitaire, donc, on note une croissance qui est exponentielle. Hein. En 2019, il y avait 2000 satellites actifs autour de la Terre. En 2025, on en a plus de 8000, donc juste pour Starlink, d'accord, et avec un objectif déclaré à environ 40 000. Donc je vous laisse imaginer à quoi ça va ressembler. Limite, les Amazon Kuiper avec 3200, c'est anecdotique à côté. Mais bon, voilà, il y a d'autres projets, hein, ce n'est pas les seuls. Il y a le projet OneWeb, China Starnet et ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a des conséquences pour l'astronomie, hein, et puis pas seulement, parce que le ciel, c'est aussi c'est un patrimoine quand même, c'est notre patrimoine, le patrimoine de l'humanité. Et là, c'est la première fois que le ciel même, que l'orbite terrestre est autant impacté, quoi. Alors bien sûr, donc pour les conséquences pour les astronomes, c'est les traces qui sont visibles sur le champ des images, sur les images grand champ essentiellement. Il y a des risques accrus de collision avec le syndrome de Kessler. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome de Kessler ? C'est qu'à force de mettre des choses en orbite, il va y avoir des collisions et que ces collisions vont engendrer d'autres collisions et qu'en fait, il y a à partir d'un moment où on ne pourra plus mettre de choses en orbite.
parce que justement, ça entraînera forcément une collision. Et à force de faire n'importe quoi, on risque d'y arriver. Bien sûr, il faut introduire des protocoles que donc, ces lanceurs de satellites essayent de faire, notamment des revêtements qui sont moins réfléchissants, à savoir que la première génération de Starlink a arboré fièrement des revêtements moins réfléchissants, était en fait plus brillante que l'ancienne génération. Donc ça ne marche pas forcément beaucoup. Une petite photo que j'ai faite, c'est vraiment tout neuf, hein, j'ai fait ça ce mois-ci. Alors vous voyez, je photographie deux petites nébuleuses planétaires, donc des résidus d'explosion d'étoiles. C'est en noir et blanc parce que c'est pris au travers d'un filtre. Un filtre qui prend juste l'oxygène. D'accord. Donc en fait ici c'est de l'oxygène qu'on voit. Et j'ai fait en sorte exprès de ne pas supprimer les traces de satellites et d'avions. Ici, là ça clignote, ici c'est probablement un avion. Voilà, vous voyez que c'est pas beaucoup d'images, hein. Je pense que j'ai qu'une dizaine d'images là qui sont empilées les unes avec les autres, donc c'est pas énorme. Mais on peut voir que c'est moche. Clairement, il y a beaucoup de choses. C'est rayé, exactement. Alors, les sites d'observation qui sont privilégiés en BFC, le Haut-Jura. Alors, je ne m'attarderai pas dessus parce que je connais vraiment pas, mais bon, avec des altitudes qui sont assez importantes. Donc, plus on est en altitude, généralement mieux c'est, parce qu'on se retrouve au-dessus de la pollution lumineuse. Et puis, des fois, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir une nappe de brouillard qui va carrément cacher la pollution lumineuse, en fait, et ça, c'est l'idéal. Quand on est au sommet d'un mont et qu'en dessous de nous, il y a du brouillard, généralement, c'est l'idéal. Faible densité de population, des ciels sombres et un horizon dégagé. Alors, il y a le parc naturel régional du Morvan. En ce moment, une petite pensée pour nos collègues de la SAB qui sont en week-end astro dans le Morvan actuellement. Alors, ils vont avoir une belle soirée ce soir, mais un peu moins beau demain soir. Voilà, des zones peu éclairées qui sont labellisées réserve étoilée, réserve de ciel étoilé, donc depuis très peu de temps. Alors, comment on lutte aussi contre les traces de satellites? On est obligé de faire marcher la boîte crânienne et de développer des logiciels. Alors, on va développer des algorithmes qui vont supprimer ces traînées. Et donc là, par exemple, c'est en image un logiciel de traitement d'image astro. Alors bon, j'ai mis celui-là parce que c'est facile, je le développe. Je suis un des développeurs de ce logiciel, donc voilà, qui fait des images astro. Donc, quand on fait de l'image astro, ce qu'on fait, on prend plein d'images de la même région, et donc bon, on les empile, et donc c'est très facile du coup de dire, là il y a un défaut, on l'enlève. Voilà. Pour la pollution lumineuse, il existe une autre façon de s'en débarrasser un peu quand on pense pas au LED. Hein. Évidemment, je vous ai dit, les LED, c'est un peu chiant parce que ça émet dans tout le spectre lumineux. Donc, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, quand il s'agit des lampes au sodium, voilà, du bon vieil éclairage urbain dont on a l'habitude, eh bien là, on peut utiliser des filtres. Des filtres, vous avez ici une belle roue à filtre où on va sélectionner une petite partie de la lumière qui nous intéresse. Et puis, généralement, plus qu'il y a un intérêt physique et un intérêt astro. Donc, du coup, au final, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà. La communauté astronomique locale, eh bien, il y a un réseau très actif en BFC. Donc, il y a de nombreuses associations et des clubs d'astro. Il y a plus de 300 adhérents, près de 300 adhérents à la SAB, avec l'organisation de la Nuit des Étoiles, qui est quand même un événement énorme dans la région. Des participations aux campagnes de sciences citoyennes, et ainsi de suite. Il y a bien sûr tout un côté transition-partage, conférences, avec de la collaboration. Alors, ça, j'ai rajouté cette slide vite fait parce que justement, c'était Château-Chinon qui faisait parler de lui dans le journal. Donc, effectivement, ils en parlent encore plus maintenant parce que les travaux ont commencé. Mais voilà, on est en train de monter un observatoire à Château-Chinon avec des instruments. Il y aura un télescope pour faire du visuel de 1 mètre de diamètre, un autre de 500 mm pour faire à distance. Donc, on va essayer de faire des projets éducatifs et aussi collaboratifs avec de la science, avec des prévisions d'accueil d'environ 16 000 visiteurs par an. Voilà. Donc, ça, c'est un projet dans lequel je suis impliqué. Les travaux ont commencé maintenant, donc c'est chouette. On est content.
Il y a aussi de la science participative avec le projet Fripon, ça c'est aussi un truc dans lequel je suis impliqué à l'université. Alors c'est un réseau de caméras réparties toutes dans la France qui ont pour but de détecter des météores, hein, des bolides qui rentrent dans l'atmosphère. Et puis le but du jeu c'est essayer de les retrouver après par terre, de retrouver les météorites. Et donc ça marche plutôt pas mal parce qu'on a pu réussir à en retrouver grâce à ces caméras. Mais donc, bien sûr, pour que ces caméras marchent, il faut quand même un ciel. Pas- elles arrivent à marcher en ville, hein, mais mieux le ciel il est, et mieux c'est, mieux les détections seront, quoi, dans tous les cas. Vous voyez un petit exemple de ces caméras avec des belles détections en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, les traits lumineux que vous voyez correspondent à des détections de ces bolides. Voilà, et ça, c'est la caméra sur le toit de l'université de Bourgogne. Voilà. Alors, je vais finir ma conférence avec des petites photos, hein, donc voilà, c'était histoire de rester sur une bonne note. Petites photos que j'ai faites, des exemples d'astrophotos régionales, donc ce qu'on peut faire avec du matos assez correct et voilà, une utilisation de filtres. Parce que, bon, j'habite à la campagne, mais ça reste une campagne proche de la ville. Vous voyez, je suis ici, donc dans un ciel qui est quand même pollution modérée, c'est plutôt pas mal avec l'échelle Bortle 4,3, alors que si on se trouve ici, on est plutôt un Bortle 9. Donc voilà, donc je suis plutôt content de mon ciel. De toute façon, j'ai choisi d'habiter à la campagne pour avoir un ciel correct. Alors voilà, on peut faire de jolies images. Ici, on a une image alors, faite avec des filtres standards, rouge, vert, bleu, pour avoir une image en couleur. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, une étoile en fin de vie qui expulse toutes les couches de son atmosphère dans l'espace. Et alors, ce qui est bien, c'est que quand on rajoute justement ces fameux filtres dont je vous disais qui peuvent sélectionner des parties intéressantes du spectre lumineux, puis en plus qui se débarrassent de la pollution lumineuse, eh ben, on voit l'invisible. Et donc, vous voyez ici, alors, on a la même image, mais il y a beaucoup plus de choses. Et il y a quelque chose qui ne rentre peut-être pas beaucoup d'ailleurs sur l'écran, mais on a une mer ici d'hydrogène, vraiment, on a beaucoup de rouge normalement tout dans le fond. Mais on a beaucoup plus de détails. Si je fais un petit zoom dessus, donc voilà, nous sommes la poussière d'étoiles, nous sommes issus de ce genre d'explosion. Une autre qui est aussi une probable nébuleuse planétaire, hein, donc, qui est assez jolie. Donc, toutes ces photos ont été prises en Bourgogne-Franche-Comté. Alors celle-là, elle a été découverte d'ailleurs en 2011 par un astronome amateur français. Donc vous voyez que les amateurs ont vraiment des choses à faire en astronomie. Parce qu'en 2011, au final, c'est très très récent. Une autre nébuleuse, alors celle-là, elle est assez sympa, c'est aussi une nébuleuse planétaire, j'aime beaucoup les nébuleuses planétaires. Donc c'est sympa, la bleue, c'est une nébuleuse planétaire qui est rentrée en collision avec un nuage de gaz d'hydrogène, le gaz rouge. Et voilà, c'est de façon vraiment fortuite, elle est rentrée en collision et ça crée plein de petites choses à l'intérieur, des échauffements, des ondes de choc, et c'est plutôt sympa. Cette image, je l'aime particulièrement parce qu'en fait, je pense que vous avez tous entendu dans votre vie parler de trous noirs. Ben, on pourrait vous dire que vous avez peut-être vu aujourd'hui un trou noir. On est capable de voir des trous noirs en Bourgogne-Franche-Comté. En fait, il est où ici le trou noir? Ben, il est, si on zoome, ici. On a cette étoile-là qui s'appelle Cygnus X1. Peut-être certains la connaissent. Et ben, c'est une étoile qui orbite autour du premier trou noir dont on a pensé qu'il existait. Et en fait, ce que vous voyez ici, eh bien, c'est le gaz qui est éjecté de l'étoile en train de se faire avaler. Il y a une partie qui se fait avaler, mais une autre partie qui est éjectée du trou noir à très haute vitesse, à des vitesses proches de celles de la lumière. Et vous voyez ici l'onde de choc de cette matière éjectée en arrivant dans le milieu interstellaire. Ça crée une onde de choc et c'est visible sur cette image. C'est pour ça que je l'aime particulièrement. Voilà, on finit avec les images. Petite conclusion, eh bien, la Bourgogne-Franche-Comté, elle offre heureusement encore des cieux qui sont préservés, mais bien sûr, l'accès au site se réduit un petit peu. Alors, oui et non, il y a certains endroits, c'est l'inverse, mais bon. La pollution lumineuse et les constellations de satellites vont quand même menacer l'observation astronomique, mais les amateurs donc, jouent un rôle crucial grâce à la science participative, comme je vous ai montré, et aux innovations techniques, et aussi quand les gens sont impliqués pour justement sauver notre patrimoine, sauver le ciel. Et en faisant ça, du coup, la SAB, elle a mis en place d'ailleurs une charte qui s'appelle la charte Polaris pour inciter les acteurs économiques privés et les administrations à aller plus loin que la réglementation actuelle pour prévenir des nuisances lumineuses. Voilà, et ceci clôt
ma présentation. Et je vous remercie. Merci Cyril. Y a-t-il des questions ? Ça marche. J'ai une question sur le projet Fripon. Ouais. Donc en gros, concrètement, il y a une caméra qui filme ce que nous on appelle une étoile filante, c'est ça ou pas? Un objet, un bolide, ce que vous avez appelé un bolide. Une grosse étoile filante, ouais. Et après, par contre, il manque entre l'image et les bonhommes qui vont dans la pampa Alors, en fait, récupérer le truc. En fait, idéalement, il faut au moins 3 caméras qui prennent en vidéo le bolide. D'accord? Au moins 3. Plus il y en a, mieux c'est. Et en fait, on triangule. On connaît exactement la position, l'emplacement, l'altitude de la caméra. On connaît vraiment tous les détails de la caméra. Donc, on est capable de dire, eh ben, l'objet, il allait dans telle direction. Vont s'ajouter à ça aussi des rapports de gens qui ont vu, qui ont observé visuellement sur Vigiciel. Il existe un site où on peut dire j'ai vu un bolide, il venait de cette direction. Enfin, il y a tout un petit truc à remplir. C'est fait exprès pour que on explique bien les choses. Pardon. Et donc avec tout ça, eh bien, on est capable de reconstituer l'endroit où le bolide a pu s'écraser, s'il en reste, parce que l'atmosphère en consomme quand même beaucoup, une grosse partie du bolide, mais s'il en reste, eh bien, on est capable de savoir à peu près la zone où il a atterri sur Terre. Et pour même dire, on est capable de remonter à son orbite et de dire, ah bah celui-là, il venait d'une région entre Jupiter et Mars. Et concrètement, sur le terrain, c'est quoi qu'on cherche? Un petit caillou, Oh bah oui, c'est des cailloux. Alors les gens sont formés. Vigiciel forme des volontaires à reconnaître des météorites. Mais c'est exactement ça. On fait des battues et on cherche des météorites. Et c'est très facile à reconnaître une météorite. Quand on sait les reconnaître, on voit plus que ça. Enfin, on voit plus que ça. Si on la voit, on sait que c'en est une, vraiment. Je reviens au tout début sur les satellites Starlink, etc. Il n'y a pas de législation internationale. Il me semblait qu'il y avait quand même une codification pour certaines orbites, puisque voilà, elles ne sont pas toutes envoyées au même niveau. Il n'y a aucune règle. Non, en plus, ils les envoient très très bas, à peu près à... Il faut savoir, ISS se trouve à 400-500 km, ISS, à la station spatiale. Ces satellites-là se situent à 200-300 km. C'est très faible. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent éviter, c'est la latence. Il faut une faible latence, vu que c'est pour faire de l'Internet. Il faut une faible latence. Pour qu'il y ait une faible latence, il faut communiquer vite avec eux. Pour communiquer vite, il faut qu'ils soient près de la Terre. Et donc, ils sont sur des orbites très très basses, ce qui fait qu'ils sont très lumineux et qui sont très problématiques. Mais non, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien pour réglementer ça. Et le problème, c'est que c'est trusté quand même par des gens, notamment quelqu'un qui faisait quand même partie du gouvernement américain. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Actuellement, ouais, ça va pas dans le bon sens. Alors non, paradoxalement, du coup, ils n'ont pas une longue durée de vie parce qu'étant très bas sur leur orbite, eh ben, à 200 km, il y a encore des restes de l'atmosphère et donc ils sont très rapidement freinés. Et à partir du moment où ils n'ont plus de carburant pour rehausser leur orbite, eh ben, ils retombent. C'est l'avantage qu'ils ont, c'est-à-dire que eux, généralement, il y a peu de chances, enfin c'est même sûr, ils resteront jamais coincés en orbite par contre parce qu'ils se trouvent tellement bas, ils finiront constamment par tomber. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas qu'avoir 40 000 satellites en continu au-dessus de nos têtes, c'est franchement pas l'idéal. Voilà, allez voir vos assauts d'astro et mettez l'œil à l'oculaire, vous ne regretterez pas. Merci beaucoup. Merci.